Avant d'aller plus loin dans le calcul des efforts internes et plus tard dans le calcul des contraintes et des déformations, on a besoin de définir ce qu'on appelle une poutre. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une poutre? Donc, la définition, c'est qu'une poutre est engendrée, c'est un solide qui est engendré par une aire sigma. Donc, l'aire sigma, c'est celle-ci. Alors là, j'ai pris une aire trapézoïdale, mais ça peut être une aire quelconque. Bon, en général, on verra que cette aire est symétrique par rapport à l'axe Y. Donc on va l'appeler grand A, section droite d'air, donc section droite sigma, d'air grand A, donc grand A en centimètres carrés, par exemple. Donc si je prends le centre de gravité G de cette aire, alors qu'est-ce qu'on appelle le centre de gravité d'une section? On n'a pas vu encore, on a vu le centre de gravité d'un volume, notamment à l'aide de la définition MOG est égal à sigma DOM delta M. Donc c'était la relation barycentrique qui permettait de définir le centre de gravité d'un solide, M étant un point quelconque à l'intérieur du solide. Eh bien, pour une section, on peut la définir de la même manière, à l'aide de cette relation barycentrique, mais en remplaçant la masse M par l'air. Donc on aurait grand A OG, vecteur, égale la somme des OM delta A. Donc surface élémentaire, delta A étant la surface élémentaire qui entoure le point M. Voilà. On peut aussi dire que j'ai le centre de gravité du volume constitué de l'air sigma d'une épaisseur infiniment petite. Voilà. Donc rangé est au centre approximativement de la surface. Donc revenons sur la définition de notre poutre. Donc une poutre est un solide engendré par l'air sigma de centre de gravité G qui décrit une courbe C. Donc le centre de gravité G se déplace sur la courbe C dans l'espace. Bien. Le plan contenant l'air sigma reste normal à la courbe C. Alors ça veut dire quoi normal? Ça, le mot normal, on va le rencontrer assez souvent. Ça veut dire perpendiculaire. Donc ici, ça veut dire que la section reste tout le temps perpendiculaire à l'axe C, à la courbe C. Donc normal, ça veut dire perpendiculaire. Alors, nous, on ne va pas prendre une courbe dans l'espace, c'est un peu compliqué, ni même une courbe plane. On va considérer que C est une droite. Alors, on rencontre assez souvent des ouvrages d'art, par exemple, qui ont une ligne moyenne qui n'est pas tout à fait droite, mais qui représente une courbe légèrement avec un rayon de courbure, un léger rayon de courbure. Comme ceci par exemple. Et nous, on va considérer que notre courbe C est droite. C'est une courbe droite. Donc la poutre, on appelle ça à ce moment-là une poutre droite, telle que celle qui est dessinée ici à gauche, sur le schéma à gauche. Sigma donc est appelée la section droite de la poutre, et C est appelée la ligne moyenne. Donc la ligne moyenne, c'est la ligne qui passe par l'ensemble des centres de gravité G. Donc la ligne moyenne, c'est cette ligne qui passe par l'ensemble des centres de gravité G. Donc finalement, on définira une poutre par sa ligne moyenne et par sa section sigma. De plus, si C est plane et si le plan de C est axe de symétrie, pour sigma, on dit que la poutre est à plan moyen. Donc, par exemple, les schémas les trois schémas qui sont en dessous,
la poutre est à plan moyen, c'est-à-dire qu'il existe un plan de symétrie. On voit ici le plan GY, le plan de symétrie. Donc on dit que la poutre est à plan moyen, et en général, la poutre est chargée d'ailleurs, suivant son plan moyen. Si sigma est de géométrie variable, cette variation est progressive et continue. Bon, on évitera d'avoir, en général, l'air sera constante. À noter que, par exemple, si vous avez une section qui a cette forme, ici on n'a pas de plan moyen. On le verra un petit peu plus tard. À ce moment-là, il faut raisonner dans le repère principal d'inertie, qui n'est plus ici les axes de symétrie qu'on pouvait avoir dans une section symétrique, comme ici. Donc dans une section symétrique, les axes Y et Z sont axes principaux d'inertie. Donc on peut raisonner dans ces axes, dans ce repère-là, alors que pour une section comme celle-ci, les axes principaux d'inertie sont inclinés. Donc les calculs sont un peu plus compliqués. Donc dans l'immédiat, on se cantonnera à des axes principaux d'inertie qui constituent des axes de symétrie de la section, tels que les trois cas, par exemple, les trois exemples qui sont dessinés ici. Hypothèse supplémentaire. On considère que les dimensions de la section droite, ça c'est important, sont petites devant la longueur de la poutre. Sont petites devant la longueur de la poutre. Donc si on considère que les sections transversales, bon, on a ici par exemple B et une hauteur H, bien, ces dimensions sont petites devant la longueur L de la poutre. L'ordre de grandeur, c'est que la longueur de la ligne moyenne est en gros 10 fois plus grande que les dimensions transversales. Donc cette hypothèse nous permettra de faire d'autres hypothèses plus tard pour calculer les contraintes et les déformations. Enfin, on peut avoir une poutre comme ici, constituée de deux parties cassées. Donc finalement, on a comme si on avait deux poutres, une poutre AB et une poutre BC, mais d'orientation de ligne moyenne différentes. Et donc chaque poutre a ce qu'on appelle son repère local. Donc la partie AB a le repère local x1, y1. x1 étant porté par la ligne moyenne AB. Et la poutre BC a son repère local x2, y2. x2 étant porté par la ligne moyenne BC. Alors définissons maintenant ce qu'on appelle le torseur de cohésion. Donc le torseur de cohésion va nous permettre de déterminer les efforts à l'intérieur de la poutre en tout point. Alors considérons une poutre S soumise à des efforts extérieurs, F1, F2, etc. Un certain nombre d'efforts jusqu'à Fn. Donc ces efforts extérieurs sont constitués à la fois par le chargement, donc par exemple le poids propre, etc., mais également par les actions au niveau des liaisons. C'est-à-dire quand on a isolé la poutre ou l'ensemble de poutres, on a extériorisé les efforts au niveau des liaisons. On a remplacé les liaisons par les efforts, ce qu'on appelle les actions de liaison. Alors, pour étudier les efforts internes auxquels la poutre est soumise, on va effectuer ce qu'on appelle une coupure fictive par un plan pi. Donc on va venir tronçonner la poutre. Donc on effectue une coupure fictive au niveau d'une abscisse x quelconque de la ligne moyenne. Donc ici au niveau du point G. On va l'appeler G, le centre de gravité. G de x situé à l'abscisse x. Donc orthogonale, normale, à l'axe moyen de la poutre, OX. Donc cette coupure va partager la poutre en deux tronçons, S- et S+. Alors S-
par rapport à l'orientation de mon repère local au x, ce qui est moins est à gauche de G, ce qui est plus est à droite. Donc je vais me retrouver avec un tronçon ici à gauche de G, qu'on appelle S-, on pourrait l'appeler aussi S gauche, et un tronçon situé à droite, qu'on va appeler S+, ou S droite. Eh bien, le torseur de cohésion représente par définition les actions mécaniques que le tronçon de droite, donc le tronçon S+, exerce sur le tronçon de gauche, le tronçon S-, à travers la section fictive sigma. C'est-à-dire il représente les efforts intérieurs ou internes à la poutre. Il faut bien voir qu'il s'agit d'une convention. On aurait très bien pu choisir le contraire, les efforts exercés par S- sur S+. Non. Donc par convention, on choisit les efforts exercés par la partie droite, S+, sur la partie gauche, étant défini le repère local au x, y.